va continuer cet après-midi. Donc, je vais appeler autour sur l'estrade et pour la deuxième table ronde, donc Guillaume Sampic, qui est Strategy Director of IoT au sein de BT, Stéphane Barbier, qui est directeur du développement de Transpolis, et puis Rabi Wadi, qui est Head of Sales Automotive and Transport Segment à Ericsson. Donc, ils vont nous rejoindre autour de la table et nous allons poursuivre cette discussion. Bon, messieurs, ravi de partager cette table avec vous et puis de partager cette dernière partie de forum sur cette thématique des futurs services de mobilité. Donc, plusieurs choses ont été abordées. Bon, j'ai essayé, moi, de mon côté, de présenter quelques éléments d'introduction. Donc, Raphaël Morel a fait aussi sa présentation avec sa propre vision des choses. Peut-être juste pour commencer, avant de rentrer un peu plus dans les détails par rapport, là aussi, à des projets d'initiatives dans lesquels vous êtes engagés, une première réaction sur, finalement, le futur de la mobilité ou des services de mobilité, c'est quoi? Et alors là, cette fois-ci, à la différence de la table ronde précédente où on était très axé véhicules personnels, véhicules autonomes, là, cette fois-ci, avec en lien sur la ville, donc quel mix en fait de mobilité idéale on peut envisager dans la ville intelligente ou la smart city de demain? Bonjour à tous. Il y a eu énormément de choses très justes dites par M. Morel juste avant. Et c'est loin d'être de la science-fiction. Donc cette gestion du dernier kilomètre, finalement, lorsqu'on est dans un scénario de totale mobilité où pour aller d'un point A à un point B, on ne prend plus sa voiture, et qu'on décide de prendre des transports, et quand on dit les transports, c'est au sens large du terme, avec toute une panoplie de différents éléments de transport, eh bien, le dernier kilomètre est toujours le plus crucial. Et en cela, les scénarios dépeints par notre prédécesseur sont d'une justesse. Alors après, bien évidemment, il y a différents types de scénarios pour appréhender le dernier kilomètre, mais en tout cas, on y est, et grâce à cette vision des choses, on est capable réellement d'améliorer les mobilités du quotidien dans un futur proche. Oui, moi, si je reflète sur les deux présentations avant, et aussi bien en termes de véhicules autonomes que la vision d'Hubert qui est très utile pour donner un point de perspective sur ce que ça pourrait être dans 5 ans. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est le défi de l'interopérabilité. Donc, on a un besoin de construire cet écosystème, on a besoin d'outils pour accélérer ce mouvement. Quels sont ces outils en termes de connectique? On a commencé à en discuter, mais aussi en termes digital. Et comment est-ce qu'on commence en fait ce mouvement et qu'on accélère ce mouvement qui est déjà en cours sur les nouveaux outils d'interopérabilité? Oui, alors ce qui m'a frappé, moi, c'est, je pense que l'exemple qu'a cité Patrice Raillac était intéressant, c'est qu'on va être un consommateur zapper et on va s'adapter à toutes les nouvelles solutions en matière de mobilité qui vont s'offrir à nous. Je pense qu'il faut qu'on en fasse l'expérience parce qu'effectivement, ça va nous rendre service. Donc on passera du train à la navette autonome à un véhicule ou à du Blablacar ou à une location chez Europcar et puis peut-être un taxi volant. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises en matière de solutions et ce sera notre liberté de pouvoir les goûter. Bon, merci pour cette première réaction. Alors, vous êtes tous impliqués à différents niveaux dans des projets de mobilité intelligente ou smart. Alors, je vais commencer avec vous, Stéphane, si vous voulez bien. Bon, je vous laisserai bien sûr représenter un peu plus en détail Transpolis et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le projet de ville laboratoire que vous soutenez à travers votre activité et les partenaires donc, qui vous accompagnent, parce que là on est vraiment sur là aussi une plateforme de test d'innovation autour des nouvelles mobilités, et donc j'aimerais bien avoir quelques éléments qui nous permettent de comprendre comment est-ce que vous mettez ça en place, le modèle un petit peu, enfin dites-nous un petit peu plus sur cette ville laboratoire.
Ok, merci. Donc Transpolis est né il y a 6 ans à l'initiative d'un certain nombre d'acteurs industriels, mais aussi centres de recherche et collectivités qui se sont dit, donc si on se remet 6 ans en arrière, ils se sont dit de façon assez visionnaire, si on veut penser le futur de la mobilité, il faut qu'on arrête de penser de façon verticale et cloisonnée à la fois sur le plan industriel avec chacun de nos activités, que ce soit le véhicule, l'énergie, les infras au sens large. Mais aussi, il faut qu'on arrête de cloisonner les discussions entre le monde privé et le monde public, donc les collectivités, et puis le monde de la recherche scientifique. Donc l'idée était d'avoir une approche systémique globale, de créer un lieu qui soit rassembleur d'un écosystème de partenaires qui pensent ensemble les grands défis de la mobilité urbaine de demain, et qui offre aussi, donc ça, Transpolis investit 18 millions d'euros pour recréer une ville laboratoire qui permettra de tester tout un tas de solutions innovantes en matière de mobilité urbaine. Donc j'ai évoqué la question du véhicule autonome, donc des gens comme Navia sont nos clients, mais aussi les gens des infrastructures, avec des gens comme Colas et le groupe Bouygues, des assureurs qui s'intéressent à la question de la responsabilité et donc qui se nourrissent de ce qui est produit dans un conseil scientifique pour se projeter sur leur modèle économique. Donc on est aujourd'hui une initiative unique à l'échelle de l'Europe pour imaginer, expérimenter et mettre en avant des solutions de mobilité urbaine avec des réflexions tant sur les technologies que sur les usages et les services qui peuvent être développés. Juste un complément, je rebondis sur votre présentation. Sur vos partenaires, le profil, vous en avez cité quelques-uns. Ce sont plutôt des partenaires qui viennent du secteur des transports. Parler des assurances aussi. Est-ce qu'il y a des partenaires de type opérateurs télécoms qui sont présents ou d'autres partenaires technologiques? Quel est en fait le profil, la variété de profils? On a un corps groupe d'actionnaires et de partenaires technologiques, donc effectivement parmi lesquels on va retrouver le groupe Bouygues, alors via Colas sur les infrastructures et Obgenius sur l'Internet des objets. Ceci dit, on n'est pas ennemi de nos intérêts pour accueillir un partenaire dans les télécoms. On a des gens donc, comme Groupama, comme Volvo, Vicat qui fait du ciment. On a une compagnie californienne qui s'appelle Sensis Network qui travaille dans le traffic management et le collecte de data issu de capteurs. Voilà, et on a des dialogues avec d'autres acteurs internationaux à ce jour. Mais ça, c'est un corps groupe et en fait, on anime une communauté plus large et on a aussi des clients qui sont aujourd'hui essentiellement des constructeurs et équipementiers, pas uniquement français. On travaille avec les Français, mais aussi asiatiques et nord-américains qui ont des besoins de tests à l'échelle européenne. Guillaume, je vais poursuivre avec vous. Donc vous êtes chez BT. Oui. Vous êtes là aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi votre expérience à travers des projets au Royaume-Uni. Je crois que c'est Milton Keynes notamment que vous accompagnez sur ce volet de la mobilité, entre autres. Donc là aussi, ça s'inscrit dans un cadre de Smart City, avec ce pilier de la mobilité qui est important. Et donc vous, après, vous avez là aussi un rôle particulier. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre implication et intervention? Donc je peux peut-être donner un petit peu de contexte sur, comme un opérateur télécom, quelle est un peu la perspective sur Smart Mobility? C'est assez intéressant parce qu'en fait, finalement, moi je viens d'un background qui est plutôt un opérateur mobile. Et donc en fait, on a finalement une assez grande expertise en termes de compréhension des flux de données, mais pour les smartphones, pas pour les transports. On n'a pas de l'expertise, pas tous les opérateurs ont l'expertise de transport. Donc nous ce qu'on voit, c'est que déjà, on a une approche de voir en fait un grand nombre, un très très grand volume de devices sur l'échelle d'un pays. Donc par exemple, nous, la base mobile, 27 millions de clients, et comment est-ce que ces 27 millions de smartphones bougent sur le pays et quels sont les flux agrégés de données et qu'est-ce qu'on peut voir à travers ça. Et donc déjà, par exemple, Uber est un de nos principaux clients en UK, ils ont 40 000 chauffeurs à Londres. Ça a créé, comme on l'a vu, des flux de données très importants qui sont très intéressants à regarder d'un point de vue de notre réseau et qui complètent aussi parfois, parce qu'on n'a pas toutes les réponses en tant qu'opérateur, qui complètent aussi parfois notre compréhension de notre propre réseau. Donc on travaille avec eux, on collabore avec eux sur les sujets de mobilité et c'est un peu un win-win parce qu'on
on comprend aussi des choses sur notre propre réseau. Et donc, de là, on vient d'un point de vue de connectivité. Et au-delà, ce qu'on fait dans les projets Smart City, donc 2 projets phares qu'on a aujourd'hui au Royaume-Uni, Milton Keynes et Manchester, c'est permettre à la ville de tester les différentes technologies en termes de connectique. Et on a vu tout à l'heure, c'est clairement pas une solution qui va résoudre tous les problèmes. Donc c'est comment est-ce que dans le mix, il y a du cellulaire, il y a du LoRa, il y a potentiellement aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la device, donc ce qu'on appelle Edge Analytics. Donc il y a de plus en plus d'applications, en fait, l'intelligence est dans la device et pas forcément dans le cloud. Notamment des caméras qui permettent en fait d'identifier des flux de données et de ne renvoyer qu'une partie assez infime des données sur un système. Mais notre engagement, même si c'est là notre approche, et en fait au-delà de la pure connectivité, en fait on est intéressé par mettre en place l'infrastructure globale qui va accélérer l'écosystème autour de la Smart Mobility dans l'intérêt du pouvoir public. Donc là, ces 2 projets sont drivés par les pouvoirs publics et les pouvoirs locaux. Et quand on regarde Milton Keynes, finalement, qu'est-ce que c'est leur intérêt? Ils veulent grandir la population. C'est une cité, enfin une ville à forte croissance, donc ils veulent grandir de 20% la population d'ici 2025. C'est un cas un peu de ville nouvelle. Et pour ce faire, ils sont obligés d'aller vers une plus grande efficacité de leur infrastructure existante. Donc nous, on aide de ce point de vue-là, et on aide au-delà de la connectique à mettre en place le data management, dont on en a parlé tout à l'heure. Donc quels sont les outils d'agrégation de la donnée, où on peut faire un certain traitement de la donnée, parce qu'aujourd'hui, un des grands défis, c'est que chaque device, chaque voiture parle un langage différent. Donc il faut avoir un certain traitement de la donnée. Ensuite, créer des data clusters. Donc en gros, qui peut accéder à quelles données. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant dans le domaine de Smart City, c'est qu'il n'y a pas plus complexe comme environnement, parce que le nombre d'acteurs, la complexité et aussi le caractère unique de chaque ville, surtout en Europe, parce que chaque ville est vraiment unique et a une histoire, fait qu'on doit aller très profondément pour réfléchir comment est-ce qu'on construit cette infrastructure au niveau du data management. Et ça, ensuite, ça peut permettre de nouveaux modèles de monétisation. Donc à Milton Keynes, ce qu'on a vu, c'est par exemple un des partenaires, donc qui est une petite entreprise, fournit des caméras. Ces caméras identifient le trafic et ensuite envoient des flux de données. Ils utilisent notre plateforme pour en fait, partager les données avec le council, mais ils peuvent aussi monétiser ces données avec d'autres parties, parce que leur donnée est beaucoup plus granulaire que ce qu'on pourrait avoir avec du smartphone. Donc ça pourrait être intéressant pour un partenaire comme Uber, comme un partenaire comme Google, pour aider les gens à naviguer en termes de multimodal et de parcours, en fait. Voilà. Merci pour ce première présentation. On reviendra un peu plus en détail sur certains points. Rabi, je voudrais que vous puissiez compléter en fait, avec le point de vue d'Ericsson et peut-être aussi en ouvrant vers d'autres horizons que vous avez peut-être l'occasion là aussi de suivre et de connaître en Europe du Nord ou ailleurs. Et là aussi, mieux comprendre votre perception de l'évolution de la mobilité et en lien avec des projets de Smart City. Bien sûr, donc en complément de ce qui a été dit, le positionnement d'un acteur comme Ericsson, qui est avant tout un fournisseur de solutions et de technologies aux opérateurs, mais également dans le monde de l'industrie, sur des segments spécifiques comme le monde des transports. Donc on apporte la valeur ajoutée d'Ericsson, qui connaît le monde de la connectivité au premier abord, qui était le business traditionnel sur lequel on a beaucoup évolué et qu'on continue à adresser avec la 4G et la 5G. On aborde maintenant l'intelligence au niveau du cloud avec des solutions type IoT qui servent à améliorer les traitements de différents secteurs, de différents domaines, dont les transports. Et donc dans le monde des transports, on aborde les choses avec en tête l'amélioration des services de mobilité. Donc offrir une amélioration des services de mobilité à travers
D'une, la connectivité, qui va permettre de connecter certains véhicules pour la remontée des informations, et de deux, l'intelligence qui va post-traiter ces informations. Donc la position d'Ericsson, c'est sur l'ensemble. Et donc on participe effectivement, comme vous l'avez mentionné, à des projets plutôt de prototypage, de tests à l'heure actuelle, dans les pays nordiques, en particulier en Suède. Donc j'avais transmis une planche, si on peut présenter le slide, où donc en Suède, nous faisons partie intégrante d'un programme qui s'appelle Drive Sweden, et donc qui réunit plus de 40 partenaires dont nous faisons partie, et un projet donc qui est sur l'ensemble du pays. On retrouve des acteurs comme Volvo, Scania, mais également des collectivités locales. Et Ericsson apporte cette brique d'intelligence au niveau du cloud, mais également de connectivité pour expérimenter toute une série de services orientés mobilité du futur. Donc, par exemple, on opère ici le management de véhicules autonomes, de navettes autonomes. Donc, en l'occurrence, c'est des sujets qui sont traités là-bas avec un acteur comme EasyMile. Avec des manufacturiers d'auto comme Volvo, on avance dans le domaine des véhicules autonomes. Et donc tout cela dans un contexte où on met tous ces acteurs ensemble et on teste réellement ce que sera la mobilité de demain. Donc cette initiative est très avancée. Et à ce titre, nous avons sur notre site quelques informations pour ceux qui sont intéressés. Merci. On va continuer sur un point qui m'intéresse d'aborder avec vous, c'est en lien aussi avec le thème de l'investissement, et c'est sur toutes les infrastructures. Alors on en a un peu parlé, vous avec votre point de vue IoT, télécom, là aussi, Rabi, vous avez complété là-dessus. Stéphane, vous avez commencé aussi à en parler, et en fait je voudrais essayer d'élargir et pour avoir votre point de vue sur finalement l'investissement nécessaire pour accompagner cette nouvelle mobilité. Elle va concerner en partie le numérique, et donc la connectivité des véhicules et puis des usagers. J'ai relevé, Guillaume, un point sur justement aussi de l'investissement sur de l'infrastructure plus en dur, avec des capteurs ou des éléments qui pourraient interagir. Alors, je vais juste commencer avec Stéphane. Est-ce que dans le cadre de votre ville laboratoire, dans le cadre de la ville laboratoire, vous envisagez aussi ces différents investissements nécessaires en matière d'infrastructure, tout domaine, depuis, là aussi, vous avez des partenaires qui sont très, on va dire, sur la couche du goudron, et puis jusqu'à ensuite la couche service. Oui, en fait, le grand pari qu'on a fait, c'est de miser sur la convergence entre le véhicule et l'infrastructure. Donc effectivement, que l'infrastructure doit être parfaitement équipée en matière de solutions, de technologies, pour répondre aux besoins évolutifs du véhicule autonome et connecté. Donc oui, notre site va être parfaitement équipé au niveau des infrastructures. Et alors pour faire le lien avec la vraie vie, les villes, les gouvernements, aujourd'hui, il est effectivement urgent d'investir et d'améliorer la connectivité, notamment dans les zones urbaines. Alors on se focus beaucoup, nous, sur les problématiques urbaines denses, mais c'est là où il y a quand même beaucoup de pertes de connectivité et où nos clients ont des gros challenges à relever. Pour répondre à votre question, oui, en ce qui nous concerne, l'infrastructure, les investissements que l'on fait vont permettre d'avoir une infrastructure parfaitement adaptée, et on fait beaucoup de lobby auprès de villes, aussi pour qu'elles comprennent les challenges, qu'elles nous permettent d'avoir des quartiers pilotes qui soient également équipés des technologies ad hoc, et de permettre donc de faire de la preuve de concept très vite dans l'espace public. Guillaume, si vous pouvez là aussi apporter quelques éléments ou rebondir là sur l'exemple que vous donniez sur les caméras et implantées sur les routes. Donc je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part l'investissement effectivement qu'il faut faire en termes d'infrastructure. Donc considérant les montants qui sont en jeu en termes de connectique,
c'est clair que le business case, il est multiple, il est agrégé avec beaucoup de business case, donc, enfin beaucoup de use case, pardon. Ce que nous on voit, par exemple, là on est sur un projet d'investissement massif sur la 4G pour aller vers 95% de coverage géographique en UK, donc ce sera un des premiers pays à atteindre ce genre de coverage. Et donc par là, forcément, comme on travaille pour le gouvernement sur ce projet, par rapport à des problématiques de réseau sur tout ce qui est services d'urgence, emergency services d'urgence, donc les ambulances, les pompiers, etc. Donc, ils deviennent notre client sur le réseau commercial. Et donc ça a un énorme bénéfice pour le pays en entier, parce que ça permet d'équiper les routes en réseau 4G, pardon, et aussi pour les trains. Donc ça, c'est un exemple d'investissement majeur d'un opérateur historique qui, en fait, a un bénéfice sur la totalité de l'écosystème. Ensuite, moi, je crois beaucoup au rôle des collectivités locales. C'est clairement pas facile. En termes de smart city, la dynamique de marché est très difficile. Je rejoins complètement ce qui a été dit sur comment est-ce qu'on met le pied à l'étrier, comment est-ce qu'on lance le mouvement. Nous, on a mis au point un starter kit qui est justement sur les sujets de transport pour les villes, donc qui inclut aussi bien les flux de transport que les problématiques sur le parking et que les problématiques sur l'air et la qualité de l'air, parce que pour nous, c'est la même solution. Et on propose quelque chose qui est déjà un peu clé en main aux villes pour que ça leur permette, parce que chaque ville a une dimension et une histoire assez différente en termes de Smart City, que ça leur permette d'avoir le pied à l'étrier, ou pour des villes plus avancées, ça leur donne des idées de continuer ce qu'ils font déjà. Donc là, nous, ce qu'on voit, c'est que beaucoup des projets aujourd'hui, il y a du financement public dans certains de ces projets. C'est le cas dans notre projet à Milton Keynes, c'est aussi le cas à Manchester, où généralement, la façon dont le gouvernement britannique donne ses budgets, il force en fait les partenaires à collaborer ensemble pour ensuite avoir le budget. Donc il faut créer un consortium très très voisin de ce que vous avez fait, afin d'avoir l'argent public. Et je pense que c'est une manière très intelligente sur ce genre d'application d'accélérer justement la collaboration de l'écosystème. Stéphane, oui. Juste, il y a deux gros freins pour les collectivités locales. Elles sont assaillies de fournisseurs de technologie, et elles ont beaucoup de mal à analyser, à diagnostiquer et à faire les bons choix, parce que ça impacte derrière des investissements de fait et puis des problématiques de maintenance. Et elles n'ont pas toutes, comme New York ou Paris, un CTO CTO dédié à la question de la Smart City, capable de mener ce diagnostic. Et le deuxième point, c'est elles font un investissement, mais pour quel retour? À l'échelle d'un pays, on peut le comprendre. Et pour une ville, c'est compliqué. Elles n'ont pas trouvé le modèle économique. Donc il y a des vraies réflexions autour de tout ça. Rabi, sur cette question des investissements, Je rejoins absolument ce qui a été dit, à savoir que les collectivités locales sont réellement au centre du jeu. Elles sont au centre du jeu puisque c'est elles qui vont de toute façon débourser, mettre sur la table les budgets, les investissements et surtout mobiliser d'une façon intelligente l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent se réunir et se mettre en consortium. On a ici quand même une combinaison à la fois d'acteurs qui vont faire des navettes autonomes, des opérateurs de transport public, des acteurs qui sont plus dans le Vélib ou l'autopartage, voire même covoiturage, voire même Uber. Donc on est réellement ici avec toute une série d'acteurs qu'il faut unir, mettre ensemble, motiver et financer. C'est à ce prix unique qu'on va pouvoir avoir cette mobility as a service, donc un service de mobilité accessible à tous, à la demande, pour avoir un trajet d'un point A à un point B complètement organisé en appuyant sur un bouton sur un smartphone, mais en incluant tous ces acteurs-là. Donc il faut vraiment les motiver, les mettre tous ensemble, et c'est réellement la collectivité locale qui est là, qui est au centre du jeu,
À elles de bien comprendre les impératifs et à elles d'avoir évidemment le financement nécessaire. Mais en tout cas, les acteurs sont prêts. Comme je l'ai mentionné en Suède, des acteurs sont réunis aujourd'hui autour d'une initiative qui est essentiellement dans un but de valider toute une série de concepts, mais qui, si demain elle est approuvée, verra le jour dans un mode un peu plus commercial et industriel. Et c'est des initiatives similaires qui sont demandées, qui sont requises, en particulier en France, auprès de chaque métropole, qu'elles y réfléchissent toutes, mais qu'elles sachent aussi qu'il y a aujourd'hui des acteurs prêts à les aider. Alors, on parle beaucoup dans ces projets, là aussi, de Smart City ou de mobilité intelligente, de la data, de la donnée. Tout le monde est persuadé, et on l'a vu encore avec quelques illustrations, que ça permet de comprendre, ça permet de définir et de proposer aussi des nouveaux services dès lors qu'on a la connaissance plus fine. Ça pose quand même la question, et là aussi je replace la collectivité au centre de la discussion, du format des données, de la capacité de pouvoir réellement recueillir, agréger, traiter ces données. Et donc on voit bien aujourd'hui, tout le monde s'en empare. Tout le monde sait que c'est là-dessus qu'il faut faire un effort et proposer donc de l'intelligence. Mais comment s'assurer, et de votre point de vue, quels sont les éléments qui peuvent permettre de petit à petit aller vers justement une ouverture réelle des données ou un traitement mutualisé des données? Il y a plusieurs expériences qui existent de mise à disposition de données publiques, privées. On sent que voilà, il y a encore pas mal de freins, et je voulais un petit peu avoir votre point de vue, parce que les uns et les autres, vous êtes à manier des données. Donc à un moment donné, se pose la question de la mise à disposition, sous quel format, avec quelle possibilité de réutilisation derrière, soit pour un client ou soit pour une communauté. Qui veut commencer? Guillaume? Oui, moi je commencerai par quelles sont les règles du jeu. Enfin, dans les projets dans lesquels on est impliqué, si c'est Milton Keynes, c'est Milton Keynes qui fixe les règles du jeu. Leur objectif, c'est la transparence de données, avec un objectif direct vers l'utilisateur final. Donc, ils veulent les KPIs pour le projet, ils veulent avoir un bénéfice en termes d'expérience pour aller d'un point à un point B, parce que il y a plus d'informations et que c'est ouvert et qui peuvent utiliser l'application de leur choix, qu'on ne leur force pas une application, que c'est complètement intégré et transparent. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'ils veulent, entre guillemets, avoir un certain contrôle, ou en tout cas fixer les règles du jeu sur qui peut voir quoi. Et effectivement, c'est là où la dimension publique et privée peut être très très différente. Donc eux, leur demande, c'est d'avoir une vision agrégée des flux, et ça leur suffit très bien pour les objectifs qu'ils ont. Sur le côté, on peut avoir un partenaire privé qui, lui, veut avoir accès à des flux très très spécifiques. Donc par exemple, on a le cas Milton Keynes, où il y a tout ce qui est collecte des déchets, donc qui sont très souvent des entreprises privées, donc qui a le droit d'avoir accès à certains types de données, évidemment anonymisées, évidemment agrégées et avec beaucoup de contrôle. Et de part et d'autre, on peut aussi imaginer, ce qui n'est pas le cas à Milton Keynes, mais on peut aussi imaginer le cas d'un service de type police ou armée qui, lui, doit avoir accès à un niveau bien plus détaillé de données. Donc finalement, on voit que juste sur une ville, sur un projet, on voit énormément de complexité en termes de données. Et donc nous, c'est pour ça qu'on pense beaucoup que les solutions qui permettent ce data management de manière très différenciée, c'est une opportunité pour nous, et c'est absolument nécessaire pour accélérer ce genre d'opportunité. Stéphane, si vous pouvez compléter. On n'est pas très armé pour répondre. Enfin, je ne suis pas très armé pour répondre sur cette question, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, les datas qui sont collectées appartiennent à nos clients et en aucun cas à Transpolis. Donc, ce sont nos clients qui ensuite en font ce qu'ils ont envie d'en faire, sachant que
la plupart d'entre eux n'ont pas toujours les idées très claires et donc cherchent la façon d'utiliser ces données pour avoir un modèle économique qui soit viable. Voilà, donc là, je ne dis pas que la page est blanche, mais pour beaucoup d'entre eux, ils doivent écrire une histoire. Et puis, l'exemple que j'ai à côté de moi à Lyon, c'est une initiative qui s'appelle le TUBA, où là aussi c'est un ensemble de data qui sont collectées de la ville et où il y a des acteurs industriels qui sont impliqués pour réfléchir au modèle économique autour de ces data, à qui elles appartiennent et que peut-on en faire collectivement. Voilà. Rabi, sur cette question des données, si... Oui, alors la donnée, c'est évidemment le nerf de la guerre. Donc les opérateurs de transport que nous côtoyons au quotidien sont très avares et prennent cette donnée comme un élément extrêmement précieux. Donc l'ouverture est nécessaire vers le haut pour que des applications se créent, des applications tierces, mais évidemment, elles sont ouvertes au compte-gouttes. Et c'est fait d'une façon méthodique afin de garder finalement la chaîne de valeur et que l'opérateur de transport, je prends pour exemple des RATP, des SNCF, ont toujours essayé de contrôler cette donnée, de ne pas les laisser complètement ouvertes pour qu'un GAFA vienne, se les accapare et prenne réellement la valeur finale de cela. Donc c'est toujours très, très, très sensible. Mais dès lors qu'on s'inscrit dans un projet très clairement identifié, où justement la collectivité locale met les règles du jeu en place, là tout le monde partage les données dans un but ultime de satisfaire un besoin. Et là, tout le monde trouve, évidemment, il trouve son compte, avec un business model qui va avec, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la criticité également des données. Et là, du point de vue de l'utilisateur final, c'est lui qui est en première ligne. C'est-à-dire que ce sont les données de tout un chacun qui sont remontées. Alors évidemment, anonymisées ou pas, le débat est là. Ceci dit, il y a la question de la criticité de ces données. Où est-ce qu'elles vont atterrir? Et ça, c'est très important. Donc, que ce soit des opérateurs de transport, ou voire même, on a aujourd'hui beaucoup d'initiatives, et on travaille avec Volvo dans le domaine du cloud intelligent qui récupère les données des automobilistes, des propriétaires de voitures, et donc on en fait plein de belles choses en brassant tout cela et en donnant des services derrière. Lorsque ces données sont mises entre les mains d'un acteur de confiance, ça passe. Mais lorsque ces données atterrissent, sont hébergées je ne sais où à l'autre bout de la planète, et gérées par des entités dont on ne connaît pas finalement l'identité, parce qu'aujourd'hui tout est globalisé, ça pose un vrai problème. Et lorsque des acteurs du transport, de l'automobile, font des choix stratégiques de mettre leurs données entre les mains d'acteurs mal identifiés, où le risque n'a pas été mesuré, là, il peut y avoir problème. On est dans le monde ici des véhicules autonomes, des voitures ou des navettes connectées, contre la distance, pilotées. Et donc dans cette chaîne de transmission de bout en bout de la mobilité as a service, il est impératif de savoir où atterrissent ces données. Donc une réticence à la fois du point de vue de la monétisation de ces données, mais également d'où elles vont atterrir. Et là, il y a des choix cruciaux à faire. Je reviens, Guillaume, si vous voulez bien, sur le cas de Milton Keynes. Si je comprends bien ce que vous nous dites, bon, vous intervenez sur un certain nombre de couches technologiques de services, data management. Ça veut dire que Milton Keynes s'est mis dans une position de pouvoir contrôler en fait l'ensemble, et notamment par rapport à ces données, de pouvoir dicter un certain nombre de règles vis-à-vis des différents intervenants de la ville. Oui, voilà. Est-ce que c'est déjà aussi carré que ça? Parce qu'on sait que bon, ça nécessite souvent un ajustement des marchés qui sont passés avec les uns et les autres, parce que les marchés qui ont été lancés il y a quelques années n'intégraient pas d'articles spécifiques sur l'utilisation des données, la propriété de la donnée, et notamment la propriété pour l'acteur public de la donnée qui le concernait, dès lors qu'il déléguait un service. Donc vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Est-ce que, de votre point de vue, il y a justement, à travers le cas que vous connaissez sur Milton Keynes, il y a une avancée intéressante qui permet à la fois d'avoir un acteur majeur de la ville, à savoir l'autorité de Milton Keynes, qui est en capacité de dire aux différents intervenants, dans le cadre d'une gouvernance peut-être participative, je ne sais pas,
avançons ensemble et faisons en sorte que tout le monde contribue à la gestion de la donnée de la ville. Oui, je crois que c'est un cas intéressant qui a été reconnu en tant qu'un exemple en termes de data management et aussi de data monetization à l'échelle d'une ville pour Milton Keynes. Je crois que c'est intéressant et encore une fois pour replacer ça dans le contexte, eux finalement leur véritable objectif c'est essentiellement le bénéfice pour l'usager ou le citoyen. Et donc finalement ce qu'ils vont chercher c'est comment est-ce que cette capabilité, enfin cet asset qu'on a créé avec eux, donc c'est un projet collaboratif où BT est entré dans une collaboration avec cette municipalité, avec d'autres partenaires, on a créé cet outil. Comment est-ce que cet outil sert à cet objectif et donc, comment, en fait, en ayant ce layer de data management, on peut finalement stimuler un écosystème, notamment en termes de petites et moyennes entreprises, qui vont venir parce que justement, elles ont un outil où elles peuvent monétiser des données sur lesquelles donc, ils peuvent appartenir au client final, mais sur lesquelles ils ont construit de l'intelligence additionnelle. Donc, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est cette caméra qui va regarder les flux de voitures sur les routes, qui ensuite va dire combien de densité de trafic il y a sur tel et tel point, et qui ensuite peut injecter cette donnée dans le système et ensuite avoir un outil de monétisation parce que le système va faire en sorte que ce point de données a un paramètre sur la façon dont qui peut monétiser ce paramètre. Voilà. Et ça, récemment, ça a été, on a eu un prix pour cet exemple de data monetization à Milton Keynes. Voilà. Et donc l'autre objectif, et je suis sûr que c'est la même chose à Lyon, l'autre objectif de la municipalité, c'est aussi la façon dont ils mesurent, c'est le nombre de petites et moyennes entreprises qui vont utiliser la plateforme ou potentiellement qui vont être créées par cette initiative et donc toute l'incubation que ça peut générer localement et l'impact économique que ça peut avoir. Je reviens sur un volet de la mobilité urbaine qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, mais qui participe grandement justement au paysage urbain, c'est celui de la logistique urbaine. Et là aussi, avoir votre point de vue sur la connaissance que vous avez des projets de Smart City, sur la prise en compte et surtout l'offre de comment est-ce que se mettent en place de nouveaux services pour gérer soit le dernier kilomètre, en tout cas la logistique urbaine. Et on voit bien que la personne de Valeo faisait référence à Montpellier, à l'évolution de Montpellier et au fait que maintenant ça devenait très compliqué de prendre sa voiture. Toujours est-il qu'il y a quand même un certain nombre de choses à livrer dans le centre-ville. Donc on voit bien qu'il y a cette question de la logistique urbaine est vitale pour le dynamisme des villes. Comment est-ce que là aussi vous l'appréhendez dans le cadre de ces nouvelles palettes de nouveaux services? Rabib? Bien, la gestion de la logistique, c'est en règle générale la gestion de toute la flotte qui circule dans une ville, de toutes ces voitures. Le diagramme de Uber tout à l'heure était révélateur à ce titre. On voit très bien voilà, les zones où il y a des fortes concentrations de trafic et le trafic lié, on va dire, à l'acheminement des marchandises est un trafic énorme. On le voit très bien à Paris et ailleurs d'ailleurs. Donc il y a ici réellement des outils qui permettent de le faire. Donc nous, Ericsson, on a une panoplie d'outils de fleet management et de gestion du trafic en temps réel qui permettent effectivement, en catégorisant le type de véhicules et de trafic, de remonter ces infos et d'arriver à comprendre que voilà, à telle heure de la journée, dans telle zone de la ville, il y a une concentration de types de véhicules, de logistique ou de marchandises. Évidemment, remonter aux collectivités, remonter aux décideurs, ça permet de choisir, de bloquer certaines parties de la ville à ce genre de véhicules ou de trouver d'autres flux pour les marchandises. Mais d'une façon générale, ça s'inscrit dans des outils disponibles aujourd'hui de visibilité sur l'ensemble du trafic et du type de trafic que cela consiste. Et on a des constatations remarquables. On se rend compte par exemple que les véhicules d'autopartage sont très très peu utilisés, par exemple.
Et ça démontre qu'il y a encore des changements d'habitude. Ces outils-là, évidemment, nous donnent une façon d'analyser, de diagnostiquer tout ce qui se passe, effectivement, de prendre des décisions derrière. Alors que ce soit pour les flots, les flux de logistique ou les flux humains. On a aujourd'hui très peu d'usage du véhicule à titre de covoiturage ou d'autopartage, mais on trouve que voilà, une personne en moyenne, 1,07 utilise son véhicule en moyenne. Alors le 0,7, je n'ai jamais su ce que c'était exactement, mais il y a effectivement un problème par rapport à ça. Donc ces outils-là nous permettent réellement d'avoir des idées, de prendre des directives et de pousser certains types d'usages. Voilà. Et ces outils ont vocation à aider les décideurs à prendre les bons choix. Nous, on est là, on les fournit, ou en tout cas, on s'inscrit dans des démarches beaucoup plus générales, incluant les acteurs, opérateurs de transport public, fournisseurs de services, et également les sociétés qui fabriquent les voitures et les avions et les camions également. Guillaume, sur Milton Keynes, pareil, est-ce que la logistique, ça fait partie en fait du volet la Smart City? De manière cependant moins, le côté logistique. Ce qui est intéressant, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, la logistique, c'est probablement un domaine d'activité où il y a encore plus de momentum que sur la Smart City. Enfin, si j'essaie d'expliquer ma pensée, en fait, nous, en tant qu'opérateur télécom, on doit maintenir un aspect logistique très important, en fait, sur une échelle assez importante. Et donc, finalement, on voit que beaucoup d'opérateurs télécoms deviennent un peu des fleet opérateurs, des opérateurs de fleet. Et certains, de manière active, donc viennent acquérir des sociétés de certaine envergure sur le management des fleets. Et c'est parce que sur un business comme le nôtre, étant donné qu'on doit avoir pas loin de 20 000 ingénieurs sur un pays comme le Royaume-Uni, qui ont presque chacun un van, et qui ont un certain nombre d'outils logistiques afin d'opérer le réseau, finalement, on a à maintenir une supply chain assez importante. Et ce qu'on voit, c'est que probablement les opérateurs de fleet sont très intéressés par déjà les données qui viennent de ces nouvelles applications. Comment est-ce que ça peut générer pour eux des économies en termes d'opération. Donc comment est-ce que ça aide à devenir plus intelligent dans la manière dont on opère notre business. Et ça, c'est ce qu'on voit en interne aussi. C'est-à-dire qu'on a une fleet avec 60 garages. C'est pas la taille de Uber ou de Europcar, mais on a de toute manière déjà la problématique de comment utiliser les données afin d'être beaucoup plus intelligent dans nos opérations. Par exemple, limiter le temps où les véhicules vont être off, vont être au garage, etc., et qui ne sont pas, donc augmenter l'utilisation. Et finalement, si on met ça dans le contexte des villes et des objectifs qui ont été fixés au niveau des gouvernements locaux ou nationaux en termes notamment d'environnement. Donc à Londres, par exemple, il y a beaucoup de travail qui est fait sur ce qu'ils appellent les ultra low emission zones, où peut-être une des propositions, c'est d'éviter le plus possible la logistique durant les périodes de la journée et d'essayer de faire en sorte que la majorité de la logistique se passe la nuit. Donc ça, nos équipes en termes de fleet, ça a un impact réel sur les opérations. Donc ils sont contraints de travailler tout de suite sur qu'est-ce que ça veut dire pour les opérations, qu'est-ce que ça veut dire en termes de technologie, est-ce qu'on peut peut-être utiliser des véhicules autonomes, parce que forcément, le coût d'un chauffeur la nuit, c'est pas du tout le même que le coût d'un chauffeur. Donc finalement, ça pousse à une certaine innovation, parce qu'il y a un driver très économique, très réel et très short-termiste, ou très court-termiste, sur l'économie des opérations. Guillaume, sur ce point, est-ce que, pareil, c'est un domaine... Stéphane, est-ce que c'est un domaine que vous abordez dans votre ville laboratoire? Oui, évidemment. Donc, la question de la logistique urbaine, c'est ce qui rentre dans la ville et ce qui en sort, il ne faut pas l'oublier. Donc, les gens qui travaillent sur la collecte et le traitement des déchets sont impactés, ou les gens qui aussi
font des chantiers qui doivent évacuer des gravats, ou alors on traite carrément la question sur place en ayant un mini site de recyclage. Mais donc c'est bien ce qui rentre et ce qui sort dans la ville. Et oui, effectivement, alors nous on a des choses en cours, et puis il y a des expérimentations qui ont déjà été faites, que ce soit du tram fret du côté de Saint-Étienne pour utiliser le tramway pour de la logistique en ville. Ça a un impact sur les infrastructures, donc, et notamment la voirie, pour permettre le stationnement des véhicules qui rentrent dans l'espace public, le tracking de marchandises, le fleet management. Donc effectivement, tout ça, ce sont des questions qui sont traitées au niveau de nos partenaires, clients, actionnaires, et pour lesquels on essaie de pousser des solutions, et là aussi de pousser les villes à faire en sorte qu'il y ait les bons aménagements en termes d'infrastructures, et puis les bonnes conditions pour permettre la livraison ou l'évacuation des marchandises. À des heures, effectivement, comme le disait Guillaume, autorisé à faire ça la nuit ou dans des créneaux qui ne sont pas trop congestionnés. Messieurs, je vous remercie, mais je vais quand même laisser, on a encore quelques secondes, et voir, avant de clôturer la table ronde, voir si là aussi il y aurait une ou deux questions dans la salle, sachant qu'effectivement de notre position on ne voit pas grand-chose, mais là ça y est, on va y avoir. Voilà, y aurait-il une ou deux questions? Ah, foi. Ça y est, une question. Oh. Si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, donc Louis Foulonneau, étudiant à l'IAE. Ma question, ça concerne, je ne sais pas si c'est vraiment sur le sujet, mais je pense que c'est un point qui n'a pas été traité, ce que j'ai entendu. C'est concernant la gratuité des transports publics. Je sais que ça a été mené dans pas mal de villes en France, et je voulais savoir si ça pouvait être intégré dans une smart mobilité, et ça pouvait justement aller avoir des inerties avec tous les points qu'on a vus précédemment. Alors c'est un peu, on va essayer d'y répondre par rapport à la question de la monétisation. Vous abordez ça un petit peu. Est-ce que là aussi, dans le cadre des projets de Smart City que vous connaissez et que vous accompagnez, il y a finalement la mise en place d'une intelligence entre guillemets permet là aussi d'adapter les tarifs proposés en allant jusqu'à, pourquoi pas, la gratuité pour tout ou une catégorie de public. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi ? Alors, à titre personnel, je vois ça très bien en région parisienne, où chaque initiative de véhicules autonomes, de navettes autonomes sur le dernier kilomètre est offerte à titre gracieuse. Tout simplement parce qu'en ce moment, c'est des initiatives d'ordre expérimental. Donc, je fais référence à la navette que la RATP va lancer cet automne, au mois de, bientôt, quoi, dans le bois de Vincennes, où là, évidemment, c'est de la gratuité. Sur Rouen, Transdev a une initiative un peu similaire, où là, ça complète l'offre existante. Donc, il y a une offre existante avec le pass qui permet de transiter dans tout le réseau, mais sur le dernier kilomètre, donc à des fins incitatrices, plus le fait que c'est encore qu'un service expérimental, là, il y a déjà de facto la gratuité. Vont-ils l'élargir? Vont-ils intégrer ça dans un plan de tarification globale? Là encore, la question du business model pour la gestion de la mobilité de bout en bout reste encore une question ouverte. Oui, je voulais juste ajouter, la gratuité des services publics en Angleterre est un petit peu moins répandue que de ce côté-là de la Manche. En revanche, ce que je voulais dire, c'est finalement, quand on pense à ces outils, si on applique ces outils à une municipalité. Nous, par exemple, dans une certaine région de l'Angleterre, le Suffolk, on travaille avec eux sur leur flux de transport, mais pour les écoliers. Donc, ils ont finalement à maintenir une flotte de bus et à maintenir ce service, qui est un service public. Si on leur permet d'optimiser ce service d'une certaine manière, on peut, de manière assez drastique, réduire la dépense de ce côté-là, ce qui peut ensuite leur donner peut-être le périmètre ou la possibilité de proposer à d'autres audiences des services publics pour un moindre coût ou peut-être la gratuité. Voilà.
Donc c'est aussi, il faut peut-être comprendre les transports dans toutes les dimensions que ça peut avoir et comment ce genre de solutions peuvent aider sur les différentes problématiques. Voilà. Ce que je veux dire n'engage que moi. Je ne crois pas vraiment à la possibilité d'avoir des services du transport gratuit, surtout s'il est de qualité. Après, c'est des choix politiques de subventionner pour telle catégorie de population ou telle zone. Ou après peut-être de faire du yield management, et à un moment donné vous payez 0 parce qu'effectivement si vous voulez partir dans 1 heure et que le prix du billet est gratuit, enfin qu'il n'y a pas de prix du coup c'est gratuit, mais tant mieux. Donc vont-ils y arriver, je ne sais pas, mais en l'état actuel des choses je ne crois pas que la gratuité soit dans les feuilles de route des collectivités. Oui. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour participer à cette table ronde. Je crois qu'il y a, Samuel, peut-être tu peux nous indiquer, il y a une prolongation en fait d'après forum, voilà. Mais je ne sais pas où ça a lieu, donc je voilà, pense que je vais te redonner la main. Juste à la sortie, donc c'est histoire de poursuivre la conversation et la discussion autour de ce thème et puis surtout autour d'un verre, voilà. Et donc la possibilité d'échanger. Bon, merci à vous tous d'y avoir assisté. Merci à tous les trois aussi pour vos présentations. Merci beaucoup.